Bonjour Vanessa. Et bonjour à vous, chers amis spectatrices et spectateurs, citoyennes et citoyens de la République, qui avez envie de continuer à prendre des informations sur le harcèlement moral et surtout sur la manière de le combattre, et qui avez envie de continuer à savoir si je gagne ou pas mon propre combat contre la rectrice de l'Académie de Reims, qui s'appelle Hélène Hassel, mais qui, d'ailleurs, depuis le 5 février 2020, n'est plus rectrice de l'Académie de Reims. Je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. Donc, comme vous l'avez vu dans la pancarte, eh bien, aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 14. Nous sommes au début juin 2020 et je voulais vous donner des informations sur tout ce qui s'est passé depuis entre le 5 août 2019, le jour où le ministre a pris la décision de me révoquer, parce que c'était la seule solution pour lui de protéger la rectrice de l'Académie. Et aujourd'hui, voilà, il s'est passé 10 mois et je voulais vous donner des informations sur l'état des fronts, puisque c'est une guerre que je mène contre ces hiérarques. Donc, je vais vous donner des informations en 6 points. Le premier point, ça va être qu'est-ce qui s'est passé en fait en gros depuis le jour de la révocation. Le deuxième, ça sera la reculade du rectorat de Reims, une petite reculade par rapport à la violation que la rectrice commet depuis plus de 18 mois d'un principe constitutionnel, qui est le principe du contradictoire. Le troisième point, ça sera le bilan des recours administratifs que j'ai engagés. Le quatrième point, ça sera une petite bonne nouvelle que j'ai apprise concernant justement la façon dont la rectrice se défend au tribunal administratif. Le cinquième, ça sera le bilan des plaintes pénales que j'ai engagées. Et le sixième et dernier point, ça sera l'état de mon moral. J'espère que vous avez déjà vu que mon moral, ça va, je me sens bien. Alors pourquoi je me sens bien? Parce que, comme je vous le disais dans les vidéos 12 et 13, donc après la révocation qui est intervenue le 5 août et dont j'ai eu connaissance le 10 août, eh bien, j'ai fait quelque chose immédiatement pour obtenir des documents que la rectrice me refusait depuis le conseil de discipline, qui a eu lieu le 21 mai 2019. Donc en gros, elle me devait 3 documents disciplinaires qu'elle refusait de m'envoyer. Le rapport disciplinaire, le procès-verbal du conseil de discipline et l'avis motivé du conseil de discipline. Donc ces documents, elle me les refusait depuis exactement le 6 mai 2019 et le 4 juin 2019. Et elle me les refusait, sachant que moi je lui demandais, mais mon avocate aussi lui demandait. Hein. Donc ça montre bien que la rectrice se moque totalement du droit. Donc elle me les refusait, et quand j'ai reçu la notification de la révocation, eh bien à ce moment-là, j'ai fait des requêtes en référé. Je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est que les requêtes en référé. Mais en gros, ça veut dire que je demande au juge en urgence d'ordonner à l'administration de me communiquer des documents auxquels j'ai droit et que l'administration me refuse. Donc, je reçois la notification de la révocation le 10 août. Le 13 août, je dépose une requête en référé au tribunal administratif de Paris pour obtenir la communication des 3 documents disciplinaires que je viens d'évoquer. Et je le fais à Paris, pourquoi? Parce que j'estime que, comme c'est le ministre qui a pris la décision de révocation, eh bien je m'adresse à lui pour qu'il me communique les documents, vu que la rectrice ne me les communiquait pas depuis le mois de mai. Et mon avocate m'avait prévenu, elle m'avait dit, vous savez, le tribunal de Paris risque de se déclarer incompétent parce que vous êtes toujours, vous êtes toujours dépendante du tribunal de Châlons-en-Champagne à cause de votre dernière affectation administrative. J'ai dit, ça fait rien, j'essaye. Mais effectivement, elle avait raison. Donc le tribunal de Paris m'a renvoyé vers celui de Châlons-en-Champagne et c'est le 21 août que j'ai déposé une requête en référé au tribunal de Châlons-en-Champagne pour obtenir ces 3 documents. Et je les ai obtenus 10 jours après. Donc là, ça marche quand même un peu. La deuxième chose dont je me suis aperçue dans ces documents disciplinaires, lorsque je les ai eus, c'est qu'il y avait un énorme vice de procédure. Vice de procédure, ça veut dire que le conseil de discipline tel qu'il s'est passé, il est vicié.
c'est-à-dire qu'il y a une faute dans la façon dont le conseil s'est passé. Alors, le vice de procédure énorme, c'est que dans ce conseil de discipline, ni mon avocate ni moi n'étions présentes. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais expliqué aussi dans les vidéos qui parlaient du conseil de discipline, eh bien, on avait reçu avec mon avocate 6 jours avant le 21 mai, 6 jours avant le conseil, mon avocate avait reçu comment dire, un lot comme ça, épais comme ça, de documents qui se sont révélés être des, entre guillemets, pièces disciplinaires. 229 pages. Et moi, je n'étais absolument pas au courant que ces pièces disciplinaires existaient. La rectrice a été obligée de les envoyer quelques jours avant à mon avocate, mais elle aurait dû me les envoyer plusieurs mois avant. Donc moi, j'ai découvert ça. D'une part, ça m'a causé un choc, donc ça m'a écœuré. Et d'autre part, en 4 jours, on n'avait pas le temps de réfuter tous les mensonges qu'il y avait dans ces documents. Donc, on avait demandé le report du conseil de discipline. Et on avait prévenu que ni mon avocate ni moi ne serions présentes. Et on avait expliqué pourquoi. Eh bien, le conseil de discipline a voté à l'unanimité. Non, non, il n'y a pas besoin de report. On s'en fiche que Mme Chassard ni son avocate ne soit là. On s'en fiche, on va quand même la juger sans qu'elle soit là. Voilà. Et donc, le jour du conseil de discipline, le 21 mai 2019, sachant pertinemment que je ne serais pas là, l'administration a invité 3 témoins à charge contre moi. Et moi, je n'étais absolument pas prévenue que ces individus allaient venir. Alors, ces individus, ce sont 3 personnels du collège de Suippes, la gestionnaire, Séverine Maché, le conseiller principal d'éducation, Florian Dangui, et le professeur de mathématiques, Nicolas Guillot. Donc, ces 3 personnes, sachant que je n'étais pas là, ont pu dégoiser sur moi tous les mensonges et ragots qu'il leur a plu de dégoiser, sachant qu'il n'y avait aucune contradiction. Mais le vice de procédure, c'est que 2 de ces 3 témoins de l'administration n'avaient pas le droit d'être là, parce que 2 de ces individus, j'avais porté plainte contre eux auparavant. J'avais porté plainte le 14 novembre 2018 contre Nicolas Riot pour diffamation non publique et j'avais porté plainte contre Florian Dangui, le CPE, le 1er décembre 2018 pour complicité de diffamation. Donc ça veut dire qu'au moment où ils sont arrivés le 21 mai, ils ne pouvaient pas dire des choses sur moi parce que j'avais porté plainte contre eux. Voilà. C'est un vice de procédure absolument flagrant. Donc on verra bien comment le jugeront les juges du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Une autre chose énorme aussi dont je me suis aperçue quand j'ai eu ces documents, les 3 documents disciplinaires, c'est que la sanction de révocation avait été votée à l'unanimité. À l'unanimité. Alors, cette unanimité, je peux encore la mettre en doute parce que c'est juste une ligne dans le procès-verbal. Le procès-verbal est daté du 27 mai, mais pourtant la rectrice a attendu le 2 septembre pour me l'envoyer. Donc, je veux dire, il est parfaitement possible que la rectrice, que le procès-verbal n'ait pas été établi à la date du 27 mai, mais qu'il ait été établi simplement, on va dire fin août, quoi, par exemple après la révocation. Donc, l'unanimité déjà, moi je la mets en doute, mais même si elle était réelle, ça veut dire que dans un conseil de discipline, il y a 19 membres de l'administration et 19 représentants du personnel. Les représentants du personnel, ce sont des professeurs, ce sont des enseignantes et des enseignants. Et certains me connaissent. Donc ça veut dire que, alors que je n'étais pas là, alors que mon avocate n'était pas là, alors que nous leur avions écrit un courrier la veille du conseil de discipline pour expliquer pourquoi nous ne serions pas là, et pour expliquer que le principe du contradictoire avait été violé par la rectrice, alors que au moins 7 de ces représentants du personnel connaissaient mon dossier, parfois depuis 2016, eh bien, ces individus ont voté à main levée pour me faire dégager de l'éducation nationale, c'est-à-dire pour complaire à la rectrice de l'Académie de Reims. Donc, comme je disais dans la vidéo numéro 13, eh bien, à l'époque, quand j'ai reçu ces documents, j'avais la possibilité de faire un recours à la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique d'État. Justement parce que l'unanimité à laquelle la révocation a été votée, cette unanimité, moi, je la mettais en doute, et j'ai estimé que je pouvais quand même tenter le coup de m'adresser au Conseil supérieur de la fonction publique d'État parce que cet organisme a
un pouvoir d'enquête. Et moi, quand je leur ai écrit, quand j'ai déposé mon recours, eh bien, je leur ai demandé de faire une enquête sur la façon dont le conseil de discipline avait été voté, s'était déroulé, et surtout de faire une enquête sur y a-t-il vraiment eu unanimité chez les 19 représentants du personnel. Parce que les 19 membres de l'administration, ça je suis bien sûre qu'ils ont voté à l'unanimité. Mais les 19 profs, j'en suis pas sûre. Voilà. Et ce que je demandais au Conseil supérieur de la fonction publique d'État, c'était au moins de faire une enquête, parce que je leur apportais des arguments pour mettre en doute la réalité de l'unanimité. Malheureusement, la commission de recours du CSFPE a jugé que si l'administration écrivait dans le procès-verbal du 27 mai 2019 que l'unanimité avait été obtenue à main levée, eh bien l'administration disait la vérité. Voilà. Donc le Conseil supérieur de la fonction publique d'État croit tout ce qu'écrit l'administration. C'est super. Même si j'apporte des arguments pour dire qu'il y a des indices montrant que l'administration peut mentir, pas du tout, ils s'en fichent, ils n'ont pas voulu aller plus loin. C'est pas grave parce que moi j'ai fait le recours. Si tu t'en souviens, Vanessa aussi, j'avais demandé à des amis et camarades et collègues de me fournir un énième témoignage écrit et tu l'avais fait gentiment pour moi. Tout à fait. Voilà, donc ça m'a quand même servi. Alors, ce qui veut dire, je vais te couper 2 petites minutes. Oui. Ce qui veut dire que là, en fait, il aurait pu se passer ou se dire quoi que ce soit pendant ce conseil de discipline. Oui. Et étant donné que ça a été notifié sur le PV, Oui. Eh bien, au-dessus, oui, la commission de recours. La oui. commission de recours, ils ont estimé que ils n'avaient même pas à tenir compte de ce que toi, voilà. tu pouvais apporter, que ce soit que ce soit par rapport à ce qui t'était arrivé ou par rapport à la façon dont s'était déroulé le conseil de discipline dans l'établissement, donc oui. dans le collège de Suippes. Non, le conseil de discipline s'est déroulé au rectorat de Reims. Oui, voilà, oui. Ouais. Et en fait, à partir du moment où c'était écrit, eh bien, ils n'avaient pas à chercher plus loin. À chercher, voilà. Et que voilà, c'était noté, voilà. C'était noté. Point. Exactement. Et encore une fois, ce que je trouve lamentable, c'est que le mémoire, j'y ai passé des jours et des jours, parce que ce mémoire-là, je l'ai fait toute seule, et j'ai passé des jours et des jours, j'ai joint une 40aine de pièces annexes, et donc j'expliquais vraiment bien aux membres de la commission de recours qu'il y avait vraiment un doute sur cette prétendue unanimité. J'expliquais parfaitement pourquoi. Et je veux dire, je vous donne un simple indice. L'arrêté de révocation date du 5 août. Un courrier l'accompagnait. Un courrier signé, non pas du ministre, mais d'une sous-directrice de la DGRH, Direction Générale des Ressources Humaines à Paris, du ministère. Et dans ce courrier, la sous-directrice me disait « Madame Chassard, en fait, vous ne pouvez pas saisir la commission de recours du CSFPE parce que la décision de révocation a été votée à la majorité. » Voilà. C'est-à-dire que dans le courrier, la sous-directrice écrivait, c'est noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc, la sous-directrice écrit « La décision a été votée à la majorité. » Alors, la seule condition pour que, à l'époque, je n'ai pas le droit de saisir la commission de recours du CSFPE, c'était que la décision ait été votée à la majorité des 2/3. Or, dans son courrier d'accompagnement, la sous-directrice mettait simplement à la majorité. Quand vous mettez à la majorité, ça veut dire majorité simple, 51%. Mais ça ne veut pas dire majorité des 2/3. Et c'est là-dessus que je m'étais basée j'ai envoyé un courrier à la DGRH pour dire, excusez-moi madame, mais précisément la majorité, parce que je veux savoir vraiment si je n'ai pas le droit de saisir la commission de recours du CSFPE. Pas de réponse, bien sûr. Et bizarrement, quand est-ce que l'unanimité est arrivée? C'est très très bizarre. Donc, le 10 août, je reçois l'arrêté de révocation, je reçois le courrier d'accompagnement, je lis décision votée à la majorité. Le 17 août, paraît dans l'Union, un journal régional de la Marne, paraît dans l'Union un article, parce qu'il y a déjà eu 6 articles qui sont parus sur mon dossier, et donc paraît un article parlant de ma révocation, puisque j'avais recontacté le journaliste. Donc l'article paraît, et le journaliste qui a bien fait son travail, a écouté, a pris mes informations, mais il a téléphoné au ministère, bien sûr. C'est normal, hein, t'entends, c'est normal. Et là, comme par hasard,
Vanessa, comme par hasard, quand le journaliste a téléphoné à la mi-août au ministère et à la DGRH, on lui a répondu « La révocation a été votée à l'unanimité. » Et c'est assez rare. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai un écrit à la date du 5 août où il y a marqué « Décision de révocation votée à la majorité », d'accord ? Mais quand il y a un journaliste qui téléphone au ministère pour vérifier parce que l'article va paraître, là on lui dit « Ah, la décision a été votée à l'unanimité ». Je veux dire, comment voulez-vous que je ne pense pas que il y a eu fraude dans cette soi-disant unanimité? Comment voulez-vous que je ne me dise pas, le jour du Conseil, il n'y a pas eu unanimité, mais après la révocation, les hiérarques se sont débrouillés pour faire pression sur les profs pour leur dire, de toute façon, vous direz que vous avez voté pour la révocation. Je veux dire, c'est quelque chose qui doit venir à l'esprit. Et si vous n'appartenez pas à l'éducation nationale, si vous ne connaissez pas les administrations de l'intérieur, et si vous dites « Oh là là, c'est la paranoïa, c'est complotiste, eh ben écoutez, continuez à croire. Mais je vous dis que c'est possible. Les pressions sur les profs, c'est tout à fait possible. Et ça existe. C'est tout. Voilà, donc la commission de réforme, la commission de recours du CFPE, au revoir. Mais, j'ai quand même obtenu de faire reculer la rectrice de l'Académie de Reims, qui s'appelle Hélène Incel, parce que, comme je vous l'ai dit, immédiatement après avoir reçu la notification de la révocation, j'ai déposé un référé pour obtenir les 3 documents disciplinaires qu'elle me refusait. Et là, comme je vous l'ai dit, je dépose au tribunal administratif le référé le 21 août. Je dis au juge, je veux ces documents avant le 2 septembre. Et si je ne les ai pas, je vous demande de faire payer au rectorat 200 € par jour de retard. Ça s'appelle une astreinte. Et là, alors, quand je dépose mon recours en référé, le juge transmet ma requête au rectorat et au ministère. Et donc, dès la fin du mois d'août, le rectorat et le ministère savaient que je venais de faire un référé pour obtenir les 3 documents disciplinaires que la rectrice me refusait depuis le mois de mai. Et donc là, ils se sont dit, ouh, on peut vraiment pas la faire attendre plus longtemps. On peut vraiment pas retarder plus longtemps. Voilà. Et donc, le juge avait 2 solutions. Soit il ordonnait à la rectrice de me communiquer ces documents, mais s'il faisait cela, c'était une façon de me donner raison. C'est-à-dire, s'il prenait la décision d'enjoindre la rectrice, ça veut dire qu'en gros, il tapait du poing sur la table et il lui disait « Madame la rectrice, vous respectez le droit s'il vous plaît. Et vous respectez le droit de Madame Chassard en tant que fonctionnaire d'État. » Évidemment, le juge des référés, M. Antoine Duruc de Baleine, n'avait pas très envie d'enjoindre quelque chose à la rectrice d'académie. Donc, il a suffi qu'il lui communique la requête, et il a fait autre chose quand même. Il a fixé une audience. Il a fixé une audience au 11 septembre 2019. Rien que le fait qu'il fixe une audience, ça veut dire quand même, bon, au rectorat de Reims, franchement, je suis obligée de le faire, donc prenez les choses au sérieux et filez-lui les documents avant l'audience, s'il vous plaît. Bingo! Le 2 septembre, le DRH du rectorat de l'Académie, Cyril Bourgerie, m'a envoyé les 3 documents que nous lui réclamions avec mon avocate depuis le 6 mai 2019. Et donc, je les ai reçus par courrier recommandé le 4 septembre. Donc, si vous voulez ça, c'est déjà une victoire. Voilà, pour moi, c'est une victoire. Même si j'ai constaté que le juge du TA, du tribunal administratif, n'allait pas jusqu'au bout de son pouvoir, ok, c'est bon, mais quand même, j'ai obtenu ce que je voulais. Et le plus amusant, c'est que l'audience, donc j'ai reçu les documents donc le 4 septembre, j'ai immédiatement écrit au juge pour lui dire que je venais de les recevoir, et pour lui dire aussi que moi je me rendrais à l'audience du 11 septembre, et que je demandais au juge, lors de cette audience, que le juge ordonne aux représentants de la rectrice de répondre à certaines questions, et de m'amener sur place 2 autres documents aussi administratifs. Eh bien, croyez-le ou pas, crois-tu, Vanessa, que
il y a eu quelqu'un du rectorat qui s'est présenté le 11 septembre à l'audience, à Châlons-en-Champagne. Ah, bien là, je doute. Mystère. Eh ben, pas du tout, Vanessa. Personne du ministère ou du rectorat ne s'est présenté. J'étais toute seule alors j'étais toute seule parce que mon avocate ne pouvait pas se libérer, puis de toute façon je savais que je pouvais gérer. Donc j'étais toute seule dans la salle d'audience avec le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui s'appelle Antoine Durup de Baleine, qui est le vice-président du TA, et avec le greffier. Nous étions 3 dans la salle d'audience. Voilà. Et ça fait un peu ringard de dire ça, mais j'ai vraiment parlé avec mon cœur à ce juge, d'accord? J'avais des raisons de douter de lui, de son impartialité, parce qu'il avait déjà refusé 3 précédentes requêtes en référé, mais je me suis dit quand même, là, il me voit, il m'entend, ok? Donc voilà, je parle avec mon cœur. Et j'ai vraiment cru. Franchement, j'ai vraiment cru. Et quand j'ai reçu l'ordonnance de jugement du 18 septembre, c'est bon, là, c'était terminé, quoi. C'est terminé. C'est-à-dire qu'il refusait tout ce que je lui demandais. Voilà. Il n'y a pas... Ok, pas de problème. Alors, j'ai encore fait reculer le rectorat, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, la rectrice, Hélène Incel, refuse depuis septembre 2018 de me communiquer 12 documents administratifs. Mais, la rectrice Hélène Incel n'est plus rectrice de l'Académie de Reims depuis le 5 février 2020. Que s'est-il passé le 5 février 2020, chers amis? La rectrice a été déplacée en plein milieu d'année scolaire, ce qui est très, très, très inhabituel. La rectrice a été déplacée dans l'Académie de Grenoble. Voilà. Et ça s'est passé en Conseil des ministres le 5 février 2020. Donc là, quand j'ai appris ça 4 jours plus tard, j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit, à tous les coups, le ministre Blanquer sent que ça va trop chauffer pour sa petite rectrice et donc il la met au vert. Voilà, tout simplement. Il la déplace pour faire le ménage en gros dans l'Académie de Reims. Et la rectrice pensait sûrement que, étant déplacée à Grenoble, très très loin de l'Académie de Reims, eh bien comme ça je la laisserai en paix. Voilà. Je ne la poursuivrai pas de mes demandes de réparation. Eh bien, elle ne me connaît pas, parce que donc elle a été déplacée le 5 février, moi je l'ai appris le 9 février, le 12 février, un mercredi, je lui ai envoyé un petit courriel dans sa nouvelle académie de Grenoble, et j'ai mis en copie 70 personnels du rectorat de l'académie de Grenoble, et je lui ai rappelé qu'elle avait commis depuis le 1er juillet 2016 pléthore d'agissements illégaux, et que j'avais déposé 2 plaintes au pénal contre elle, et que je ne la lâcherai pas avant qu'elle ne soit sanctionnée dans un tribunal correctionnel. Et je voulais que les 70 personnels de son nouveau rectorat soient au courant de la nature délictueuse des agissements de Hélène Incel. Et savez-vous ce qu'elle a fait juste après? Quand je lui ai écrit, j'ai utilisé son adresse académique professionnelle. C'est très facile, c'est ce.recteur@ac, et après vous mettez le nom de l'académie. Eh bien, 3 jours après, j'ai constaté qu'elle avait fait supprimer cette adresse. Non, elle a fait supprimer son adresse hélène.sl@ac-grenoble.fr. Elle l'a fait supprimer et il ne reste plus que l'adresse professionnelle, si vous voulez, la boîte fonctionnelle. Voilà. Donc tout ça pour dire que quand j'ai appris que la rectrice Hélène Incel avait été déplacée, je vous l'ai dit, pour moi c'est un indice que le ministre veut faire le ménage dans l'académie. La preuve de ce que je vous dis, c'est que il y a eu d'autres hiérarques qui ont été déplacés depuis le 1er juillet 2016. Il y a à peu près 11 responsables de l'administration qui ont été déplacés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque la rectrice a été déplacée? Eh bien, il y en a une autre qui l'a remplacée. Et cette autre rectrice, elle s'appelle Agnès Walsh-Mention-Rigaud. Donc, dès que j'ai appris qu'elle allait prendre ses fonctions, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai écrit un petit courrier recommandé,
le 14 février, en lui disant « Madame la nouvelle rectrice, j'espère que vous respecterez le droit au contraire de votre prédécessrice et j'espère que vous allez me communiquer rapidement les 12 documents que je réclame à votre prédécessrice depuis septembre 2018. » Et parallèlement, une personnalité politique qui me soutient depuis un an a aussi écrit à la nouvelle rectrice pour dire que c'était mon droit le plus absolu d'avoir communication de ces documents. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que le 28 février, soit 2 semaines plus tard, je recevais par courrier recommandé 3 documents administratifs sur les 12 que je réclamais. 3 sur 12, donc un quart. Ça veut dire que la nouvelle rectrice s'est dit, à mon avis, bon, il faut quand même un peu lâcher du lest, et donc on va lui filer par la totalité des documents, mais on va lui en filer quelques-uns. Et quand j'ai vu quels étaient les 3 documents qui m'étaient adressés, j'ai éclaté de rire encore une fois, parce que ces documents me donnent la preuve absolue, noir sur blanc, de la complicité de harcèlement moral, de la complicité du DRH du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie, et de la psychologue du travail qui est sous les ordres du DRH, qui s'appelle Lucie Glorian. Voilà. Et dans quelques semaines, eh bien, ces 2 individus auront une plainte de ma part, mais j'ai pas encore fait la liste de tous les griefs. Mais d'avoir ces documents, si vous voulez, ça a été vraiment encore une fois, c'est une petite victoire. Parce que j'oblige petit à petit, en ne lâchant jamais l'affaire, j'oblige petit à petit ces hiérarques à respecter le droit et à respecter mes droits. Voilà. Alors me direz-vous, 3 documents sur 12, ça veut dire qu'il en restait 9. Bien vu. Donc, dès que je les ai reçus, j'ai prévenu mon avocate, et mon avocate a envoyé un courrier à la nouvelle rectrice en lui disant « Madame, merci pour les 3, mais bon, il en reste 9, et j'en ai rajouté un 10e aussi. Donc, nous vous demandons de communiquer les 10 documents qui restent à Madame Chassard avant le 14 mars. Non, ou avant le 20 mars, je ne sais plus. Et mon avocate lui disait « Si nous ne les avons pas, eh bien, nous serons obligés de saisir, encore une fois, un organisme indépendant dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. » Croyez-vous que la nouvelle rectrice a compris? Pas du tout. Elle n'a rien dit, bien sûr, elle a fait silence et elle ne m'a rien envoyé. Et donc, le 19 mars 2020, j'ai saisi pour la 8e fois, j'ai saisi la CADA pour obtenir la communication des 10 documents qui me sont encore refusés. Voilà. Et je vais les obtenir. Alors, 3e point. Le bilan de mes recours au tribunal administratif de Châlons en Champagne. Donc, comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo spéciale sur les documents administratifs, les recours administratifs que vous pouvez engager en tant que fonctionnaire. Mais là, je vais vous faire un bilan très, très rapide. Donc, jusqu'à présent, le tribunal administratif a rejeté 10 requêtes en première instance, dont 3 requêtes en référé. Ce qui veut dire que j'ai été obligée avec mon avocate de faire appel à une 2e instance au-dessus du tribunal administratif qui s'appelle la Cour d'appel administrative et qui se trouve, dans mon cas, à Nancy. Donc actuellement, il y a 6 requêtes en appel à la Cour d'appel de Nancy et il y a toujours 6 requêtes en instance au tribunal administratif. Voilà. Mais si vous voulez, le fait que le tribunal administratif a rejeté mes 6 premiers recours, et il les a rejetés, je vous assure, avec des arguments à la fois fallacieux, de mauvaise foi et incomplets. Donc ça m'a donné une confirmation de la partialité des juges du tribunal administratif. Quand je parle des juges, je parle des 2, c'est-à-dire Olivier Nizet, celui qui a rejeté mes 6 recours, et Antoine Durup de Baleine, celui qui a rejeté 4 requêtes en référé conservatoire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le 21 mai 2020, j'ai mis au pied du mur, donc, Olivier Nizet. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je lui ai fait remarquer qu'il a des pouvoirs d'instruction,
il a des pouvoirs d'investigation, il a des pouvoirs d'enquête. Et je lui dis, monsieur le vice-président du tribunal, je vous demande d'utiliser ces pouvoirs pour que j'obtienne de la rectrice et du ministère telle et telle et telle chose. Et si jamais il refuse, eh bien dans ce cas-là, avec mon avocate, eh bien nous demanderons le dessaisissement de ce tribunal pour que mes dossiers soient jugés dans un autre tribunal administratif. Voilà. Quatrième point, beaucoup plus rigolo que de parler des 2 vice-présidents du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Alors, quand la rectrice doit se défendre au tribunal administratif contre mes recours, elle doit produire des mémoires en défense. Donc un mémoire, c'est un texte où il y a des arguments. Et donc elle doit produire un autre texte avec des contre-arguments. C'est-à-dire elle doit répondre aux accusations, aux arguments que je mets dans mes mémoires. Avec mon avocat, bien sûr, c'est elle qui les rédige. Et jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars 2020, depuis le premier recours que j'ai déposé le 13 janvier 2017, la rectrice faisait rédiger ses mémoires en défense par un de ses sbires, le secrétaire général de l'académie qui s'appelle Vincent Philippe et qui n'est plus, depuis le mois de janvier, qui n'est plus secrétaire général d'académie. Il a été remplacé et je ne sais pas où il est parti. Terminé Vincent Philippe, il n'est plus là. Donc d'habitude c'était Vincent Philippe qui rédigeait ses mémoires en défense. Mais alors excuse-moi, oui, Justine. Ça veut dire que là, dans cette histoire, ça fait déjà 2 personnes, il me semble, qui ont bougé tu comptes sans bien, que ce Vanessa. soit prévu. Tu comptes bien, Vanessa. Comme c'est étrange. Alors, juste, puisque tu me poses cette question, qui était imprévue, hein, parce que je redis quand même, pour les spectatrices et les spectateurs qui me regardent, mes vidéos, c'est toujours du direct. Hein, et donc, si Vanessa me pose des questions, je ne suis pas prévenue. Voilà. Alors, je vais me faire le petit plaisir de vous faire la liste des 11 hiérarques qui, depuis le 1er juillet 2016, c'est-à-dire depuis le jour où j'ai déposé plainte pour harcèlement moral contre Nathalie Aulas-Moffret, principale remplaçante du collège de Grand-Pré dans les Ardennes, eh bien, depuis le 1er juillet 2016, il y a 16 responsables administratifs du rectorat de Reims qui ont été déplacés, qui ont été mis à la retraite ou qui se sont évaporés dans la nature. Et comme tu le dis, avant que, normalement, ils aient fini leur fonction. Alors, il y a Nathalie Aulas-Moffret. L'année suivante, en 2017-2018, elle a été mutée dans la Marne, alors qu'elle voulait rester à Grand-Pré. Hein. Elle avait mis ses enfants dans l'école du village. Il y a un inspecteur académique contre qui j'ai porté plainte pour complicité de harcèlement moral. Il a été mis à la retraite anticipée. Il y a 2 directeurs de ce qu'on appelle DAZEN, parce que dans l'éducation nationale, il y a des sigles qui ont une connotation presque, comment dire, Hartung, vous voyez à quoi je pense? Voilà. Donc, 2 DAZEN, directeur académique, directeur administratif des services de l'éducation nationale dans les départements. Donc, le DAZEN des Ardennes, le DAZEN de la Marne, qui ont été, comment dire, on les a déplacés, pardon, on les a déplacés, on ne sait pas pourquoi. Il y a, j'en suis à 4, hein, il y a le secrétaire général de l'académie, il y a la rectrice de l'académie, il y a le chef de la DPE, division des personnels enseignants, Samuel H-A-Y-E. Il y a la première DRH qui, en 2016-2017, avait soutenu la principale du collège de Grand-Pré. Elle aussi, elle a été virée dans l'académie d'Amiens. Mais alors, elle a de la chance parce qu'elle a été promue, parce que de DRH, elle avait d'abord été rétrogradée, et ensuite, elle est passée secrétaire générale de l'académie d'Amiens. Elle s'appelle Delphine Viau-Legouda. J'ai porté plainte contre elle le 14 mars 2018 et elle ne compte pas, si elle croit qu'elle va s'en tirer à bon compte en partant si loin, elle se trompe. Il y a la principale du collège de Suippes, Valérie Richard, qui a obtenu une mutation pas aussi glorieuse que celle qu'elle aurait souhaitée, puisqu'elle est maintenant à Chaumont dans la Haute-Marne. Je ne sais pas si j'en oublie, enfin je sais pas. Enfin voilà. Donc en tout, il y en a 11, si vous voulez.
Et donc, effectivement, le fait que, quand j'ai appris que le secrétaire général Vincent Philippe avait disparu, au moment où Hélène Incel était déplacée et où une nouvelle rectrice arrivait, je me suis dit, ils sont en train, Blanquer a donné l'ordre de faire le ménage dans l'académie de Reims. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Donc, ce Vincent Philippe, c'est lui qui rédigeait les mémoires en défense de la rectrice. Et je peux vous dire qu'il a cumulé les calomnies, les mensonges et les contre moi et les contradictions. Mais, bizarrement, en mars 2020, je me suis aperçue que dans l'un des recours indemnitaires, dans l'un des recours qu'on avait déposé avec mon avocate, eh bien désormais, la rectrice avait payé un cabinet d'avocats pour la défendre. Alors déjà, il faut savoir que c'est inhabituel. Mon avocate, elle m'a dit, je veux dire, mon avocate, elle fait du droit public et du droit administratif depuis 15 ans. Hein. Donc, elle m'a dit, c'est quand même curieux. Donc, on en a déduit toutes les deux que ça pouvait s'expliquer par le fait que la nouvelle rectrice, découvrant ce marécage et la patate chaude qu'on lui avait refilée, s'était dit « Ouh, il vaut mieux que je prête vraiment des avocats spécialisés parce que franchement, je sais pas si je peux faire confiance aux gens qui sont dans ce rectorat. » Mal lui en a pris parce que le cabinet d'avocats auquel elle s'est adressée et qui a accepté de prendre sa défense, eh bien, quand j'ai vu le nom, j'ai éclaté de rire. L'avocat qui défend maintenant les intérêts de la rectrice, mais plus pour longtemps, j'espère, s'appelle Bruno Chauffru. Et c'est un avocat c'est le premier avocat que j'ai consulté pour me défendre le 9 novembre 2016. J'étais allée le voir dans son cabinet à Épernay. J'étais accompagnée de 2 syndicalistes de la CGT, Sylvain Demey et Laurence Corpel, parce que c'était un avocat à qui il s'était adressé pour des litiges précédents. Et donc, on est resté pendant 2 heures avec cet avocat, Bruno Chauffru, dans son cabinet. Pendant 2 heures, je lui ai expliqué mon dossier. Je lui ai donné des informations. Je lui ai expliqué ce que je ressentais. Je lui ai donné une 40aine de pièces que j'avais numérisées exprès pour lui sur une clé USB. Et à la fin des 2 heures, il les a transférées dans son ordinateur. Et il m'a dit « Ok, je vais ouvrir un dossier ». Alors, j'avais bien senti qu'il n'était pas très enthousiaste pour me défendre, parce que vous comprenez, j'étais toute seule à porter plainte. Et je lui avais dit que probablement, il n'y aurait personne dans le collège qui accepterait de témoigner pour moi. Je lui avais dit que la gestionnaire qui avait été aussi harcelée par Nathalie Aulas-Mauffret, elle n'avait pas supporté et elle se trouvait en arrêt de maladie. Et son arrêt de maladie a duré 3 ans. Et donc, il se disait, oh, Madame Chassard, elle est toute seule, comment je vais faire? Oui, bon, d'accord, ça va être dur, ça va me demander du temps, bon, ça sera peut-être pas rentable. Et donc, dans les 15 jours qui ont suivi notre entretien du 9 novembre, eh bien, je n'ai pas eu de nouvelles de lui, alors que je lui ai écrit à 2 reprises. Et donc, j'en ai conclu que ça l'intéressait pas, bien sûr. Et j'ai trouvé une autre avocate à Châlons-en-Champagne qui a déposé mon premier recours. Mais donc, ce Bruno Chauffru, je vois son nom dans le mémoire en défense de la rectrice daté du 17 mars 2020. Et j'appelle tout de suite mon avocate, je lui explique la situation, et là elle me dit « C'est un conflit d'intérêts. C'est un conflit d'intérêts. » Et elle me conseille d'écrire au bâtonnier. Alors, il faut savoir que les avocats sont regroupés dans un ordre et que le chef, entre guillemets, de cet ordre s'appelle le bâtonnier, parce qu'il a un bâton pour taper sur les gens qui ne respectent pas la déontologie des avocats. Et elle me dit, contactez-le, c'est ce que je fais. Le 24 mars, j'écris au bâtonnier de Reims et au bâtonnier de Châlons-en-Champagne. Pourquoi aux deux, me direz-vous? Parce que ce n'est pas Bruno Chauffru qui a rédigé lui-même le mémoire en défense pour la rectrice, celui du 17 mars 2020, c'est une associée qui s'appelle Alexandrine Boya. Et donc, cette associée, elle est à Épernay, elle est basée à Épernay et elle dépend du bâtonnier de Châlons-en-Champagne. Par contre, Bruno Chauffru, qui a dû monter en grade, lui, il est passé d'Épernay à Reims et donc il dépend du bâtonnier de Reims. Donc, j'ai écrit aux deux. Et là, ça fait plus de 2 mois et je n'ai toujours pas la réponse. Alors, je me suis payé le luxe d'envoyer un petit courriel le 21 mai dernier, non pas au bâtonnier lui-même, mais
à 50 avocates et avocats des deux barreaux, le barreau de Reims et le barreau de Châlons-en-Champagne. Et je leur ai dit, messieurs, mesdames, vous êtes à mes yeux des auxiliaires de justice, je vous soumets mon problème, j'ai signalé, ça fait plus de 2 mois, qu'il y avait un conflit d'intérêt de Bruno Chauffru, parce que en novembre 2016, c'est moi qui l'a reçu, et c'est mes informations, et c'est mon dossier, et c'est mon ressenti, et c'est mes pièces qu'il a acceptées. Et puis, en mars 2020, il va défendre mon adversaire. C'est un conflit d'intérêt. C'est interdit par votre règlement intérieur. Et donc, moi, je suis étonnée de ne pas avoir encore la réponse du bâtonnier. Je vous le donne en 1000. J'ai envoyé mon courrier le 21 mai à ses avocats et avocates à 20h20 le soir. J'ai eu la réponse du bâtonnier à 21h03. Voilà. Comme quoi, comme je te l'ai dit souvent, Vanessa, les mails, c'est hyper important à cause du nombre de personnes, du nombre et de la qualité des personnes que tu mets en copie. C'est hyper important à cause de ça. Et pourquoi le bâtonnier de Reims m'a-t-il répondu si promptement, alors que ça faisait 2 mois que j'attendais quand même? Eh bien, tout simplement parce qu'il a vu que désormais, il y avait 50 membres des ordres des barreaux de Reims et de Châlons-en-Champagne qui étaient au courant qu'il allait devoir prendre une décision dans ce dossier. Voilà. Et franchement, il n'y a qu'une décision qu'il peut prendre. Il n'y en a qu'une. Il doit dire à Bruno Chauffru, désolé, mais là, vous ne pouvez pas défendre la rectrice d'académie. Vous ne pouvez pas. Mais, de prendre cette décision, eh ben, je pense que ça va grandement l'embarrasser, parce que ça sera une victoire pour moi. C'est tout. Et que la rectrice sera, elle, bien embarrassée, parce qu'il faudra qu'elle trouve un autre avocat ou une autre avocate. Donc, je voulais vous donner ce point-là, parce que ce sont ces petites choses, si vous voulez, ce sont ces petites victoires qui me donnent le moral, parce que je sens que petit à petit, j'obtiens des choses. Voilà. Et j'obtiendrai tout à la fin. Hein. Ça, pas de problème. Alors, les plaintes pénales. Donc là, je ferai une émission spéciale consacrée aux procédures pénales, parce que là encore, c'est hallucinant, hallucinant, l'entrave qui est mise à mes procédures. Très rapidement. Donc, 10 plaintes depuis le 1er juillet 2016, 10 plaintes sont encore en instance contre 46 individus. 46 individus. Et je vous donne simplement la liste des motifs de mes plaintes. Harcèlement moral, complicité de harcèlement moral, diffamation non publique, complicité de diffamation, dénonciation calomnieuse, non-assistance à personne en danger, violation du secret médical. Ça, c'est contre un médecin qui s'appelle Hugues Collin, prétendument médecin expert psychiatre, et c'est dans le cadre de l'instruction de mon premier accident de service qui date du 1er septembre 2017. Donc, violation du secret médical et usurpation de la fonction de médecin. Voilà. Donc, à chaque fois que je dépose plainte, c'est moi qui fais les plaintes, parce que jusqu'à présent, j'ai trouvé aucun et aucune avocate pour me soutenir au pénal, mais c'est pas grave, je me défendrai toute seule. Et donc, à chaque fois que je fais des plaintes, je donne des preuves. Je donne des preuves dans des pièces annexes. Ok? Je donne des preuves. Eh bien, malgré ça, maintenant, je peux dire que soit les 2 procureurs de la République des Ardennes, un monsieur qui s'appelle Laurent de Kenny, et la procureure de la République de la Marne, une dame qui s'appelle Ombéline Mahusier. Donc, soit ces 2 personnes sont incompétentes, soit elles font preuve de partialité parce qu'elles protègent et favorisent la rectrice à mes dépens. C'est l'une ou l'autre. Il n'y a pas d'autre possibilité. Soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la partialité. Et donc, j'ai dû recourir au chef hiérarchique de ces 2 procureurs de la République. Et leur chef hiérarchique, c'est le procureur général près la cour d'appel de Reims. Donc c'est un magistrat qui est basé à Reims. Il s'appelle monsieur Hugues Bermin. Je l'ai saisi depuis juin 2019.
Et pour l'instant, même si j'ai appris que les 2 dossiers avaient été ouverts, je ne sais toujours pas où ça en est. Voilà. Mais en tout cas, là encore, je ne lâcherai rien de rien de rien. Je termine cette vidéo par mon moral. Donc, Vanessa, tu dois voir que je pète la forme. Alors, pourquoi? Parce que, évidemment, je sais très bien, je te l'ai déjà dit, je sais très bien que mon profil ne correspond pas à celui d'une victime. Je veux dire, j'ai subi, mais maintenant, je ne subis plus, je combats. Donc, forcément, ce n'est pas le même état d'esprit. Les gens qui, comment dire, les gens qui se disent en me voyant, mais comment elle peut être victime de harcèlement moral, elle pète la forme. Alors, premièrement, vous ne m'avez pas vu quand je ne pétais pas la forme. Deuxièmement, même quand je combats mes adversaires et d'autres personnes ne me voient pas quand je suis seule chez moi. Et troisièmement, en combattant, ma force grandit. Voilà. Et mon moral remonte à chaque fois que j'obtiens des petites victoires telles que celles que je vous ai proposées, que je vous ai exposées. Alors, il y a quand même une raison très très récente qui est ma chaîne YouTube. Je t'avais dit, Vanessa, que je voulais, c'était quelque chose que j'avais à l'esprit depuis que j'avais réalisé le premier entretien avec mon ami Arnaud en janvier 2019. Et donc, ça fait maintenant 1 semaine, 10 jours, je crois, qu'elle est créée. Et franchement, c'est quelque chose qui me ravit. Je m'éclate, quoi. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est un moyen pour moi d'exercer ma liberté d'expression. Deuxièmement, c'est un moyen d'entrer en contact avec des personnes qui, si elles sont aidées par les informations que je leur donne, vont pouvoir me contacter et on va pouvoir échanger. Donc ça s'est déjà produit à 5 reprises depuis janvier 2019. Et troisièmement, en quelque sorte, ça me redonne mon métier d'enseignante. C'est-à-dire que je fais des exposés, je m'exprime devant un public, même s'il est imaginaire ou virtuel, et j'apporte des informations avec toujours cet objectif d'aider à faire prendre conscience et à éveiller l'esprit critique. Voilà. Donc c'est ça qui me passionne et je m'éclate, quoi. Autre raison pour lesquelles mon moral est au beau fixe en ce moment, c'est que j'ai décidé aussi d'arrêter le traitement médicamenteux que je prenais, que j'étais obligée de prendre depuis le printemps 2016. Depuis le printemps 2016, quand le 2e harcèlement moral exercé par Nathalie Oulas-Monfray au collège de Grand-Pré a commencé, j'avais un suivi psychologique et j'avais un traitement médicamenteux ordonné par mon psychiatre. Donc là, j'ai décidé depuis plusieurs mois, depuis à peu près le début de l'année, j'ai décidé de l'arrêter, progressivement bien sûr, et avec l'accord de mon psychiatre, donc de l'arrêter progressivement, et demain, je dois prendre le dernier comprimé d'antidépresseur. Donc c'est quelque chose qui me redonne confiance en moi, parce que je sais maintenant que je n'ai plus besoin de cette béquille, j'en ai eu besoin. Je veux dire, un antidépresseur, quand on est dans cette situation, c'est absolument nécessaire pour ne pas couler. Et tu le sais aussi, Vanessa, puisque toi aussi tu as vécu une situation traumatisante. Donc c'est nécessaire, mais à un moment donné, je me suis dit, je sens que je redeviens moi-même et que je n'ai plus besoin de cette béquille. Voilà. Et ça, j'en suis persuadée jusqu'à la moelle de mes os. Voilà. Et la dernière chose qui me permet d'avoir le moral, c'est que, et ça je le dis au cas où certains des hiérarques regarderaient un jour cette vidéo, donc si le ministre Blanquer, et si la rectrice Hélène Incel, et si le DRH Cyril Bourgerie croyaient que, en me faisant notifier ma révocation le 5 août 2019 en plein début du mois d'août, s'ils croyaient que cela suffirait à me faire m'effondrer psychologiquement et à m'asphyxier financièrement, eh bien, ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'à la clavicule. Parce que financièrement, eh bien, je perçois les allocations de chômage, ça se monte à 57% de mon salaire brut
57%, donc ça fait à peu près 1600 € par mois, eh bien, je suis ravie de leur dire que je tiens le coup avec ça. Voilà. Parce que j'ai appris à vivre frugalement, je n'ai pas de gros besoins. Ce qui m'importe le plus, c'est les liens que je tisse avec les personnes qui m'aident, qui m'entourent, que je rencontre, et beaucoup plus, 1000 fois plus que les biens matériels que je pourrais acheter avec les 800 € qui composaient le reste de mon salaire, de mon traitement jusqu'à présent. Et donc, financièrement, ces hiérarques ne m'ont absolument pas asphyxié. Et jamais, jamais ne m'asphyxieront. Jamais. Voilà. Donc, ce sont tous ces éléments-là que je viens de vous donner, qui me mettent dans la forme où vous me voyez aujourd'hui. Et je compte bien vous faire partager ma combativité dans d'autres vidéos, où je vous expliquerai aussi, où je vous donnerai d'autres informations sur la manière de combattre le harcèlement moral, la manière de défendre vos droits en tant que citoyennes et citoyens de la République, et la manière, en combattant, de devenir, comment dire, de devenir plus conscient de vos droits, voilà, et de votre droit à défendre tout ce qui est important pour vous dans votre vie, que ce soit vie privée, vie personnelle ou vie professionnelle. Et sur ces mots, je vous dis au revoir et à bientôt.